Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Filtre. Aujourd'hui, je reçois Tina, alias Loumaï, une professeure de yoga qui inspire les femmes à s'exprimer et à se reconnecter à elles-mêmes. À travers ses cours et ses contenus en ligne, Tina crée un espace bienveillant où chacune peut trouver sa place et sa voix, s'affranchir des attentes et oser être pleinement soi-même. On va explorer ensemble son parcours, sa vision de l'expression féminine et comment elle aide les femmes à s'épanouir en dehors des cases imposées. Je te souhaite une belle écoute. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Libre, je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Coucou Tina. Coucou Isaline. Merci d'être venue. Merci pour ton invitation. Un grand plaisir. Je suis ravie de t'accueillir au sein du studio pour ce podcast. Et comme je le fais avec d'autres invités, je vais te présenter. Je t'ai préparé une petite présentation. Bon, Tina, je t'ai découverte sur les réseaux il y a... moi, ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux, donc plus ou moins 7 ans, à travers Geek Mama. Oui. Et puis, c'est là, du coup, que tu es vite devenue une source d'inspiration au quotidien. On peut dire que nous deux, on est un peu les dinosaures d'Instagram, des réseaux sociaux, des blogs, parce qu'à l'époque, c'était des blogs. On a toutes les deux évolué dans des univers à la fois différents, puis à la fois similaires, en tout cas de mon point de vue. Il y avait la sororité, qui est un des thèmes qui revient, la déculpabilisation, la transparence et la maternité pour toi à l'époque. Avec ton parcours de blogueuse, tu as su créer une connexion sincère avec ta communauté et tu continues de partager ta passion pour le bien-être en tant que professeure de yoga. Tu es même maintenant mentor et organisatrice même du TROC à Bienne. Oui. Tu es également, d'où ton engagement pour l'environnement. Et récemment, tu as mis en place les Friday Dance. Oui. Que j'adore. Je te vois comme une personne pétillante, bienveillante et fonceuse. J'ai eu la chance d'expérimenter tes cours de yoga où tu allies la musique hip-hop, qui est toute ma jeunesse aussi à moi, et que j'ai adoré pour leur côté unique et dynamique. Ton approche holistique et décomplexée du bien-être me motive à trouver mon propre équilibre. Et ton unicité dans ce monde du yoga me montre qu'on peut être différente malgré les codes. C'est magnifique. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense que tu as très bien résumé ma vie. 7 ans, ouais, je me demande si ça fait pas même plus. Moi, je pense que c'était là avant moi. Moi, ça fait 7... peut-être. Ma 8e année. Ouais, parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé sur Instagram, je pense, tout au début, dès que c'est sorti, parce que ma mère était une des premières Instagrammeuses de Suisse avec ses magnifiques photos du Valais. Et c'est elle qui m'a introduite dans Instagram et puis qui m'a appris un peu les codes, si on veut. Et puis, après, c'est vrai que très vite, il y a on va pas dire ce mouvement, mais si, un peu quand même, justement, de blogueuses, du coup, qui ont migré un peu sur Instagram. Et je pense que très vite, on s'est liés. Oui, parce que moi, complètement, c'est ça ce qui s'est passé. Moi, j'ai créé mon blog et après, on m'a rapidement dit... Enfin, j'ai rapidement senti qu'il fallait migrer sur Instagram pour avoir de la visibilité. Et après, les premiers réflexes, c'est de chercher des gens quand même qui sont en Romandie, autour de toi. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, voilà, c'est vrai, comme tu l'as expliqué, il y a nos thématiques qui étaient semblables vu qu'on a des enfants quand même plus ou moins du même âge. Moi, je suis plus vraiment dans la maternité. C'est vrai que mes enfants sont plus grands. Mais bon, je suis quand même toujours encore maman. Et je pense que maman, c'est quand même un des termes qui me définit le plus quand même, malgré... que j'essaye aussi de m'épanouir dans ma vie de femme, dans ma vie professionnelle. Ça reste quand même la base, et je pense aussi la base du lien que j'ai gardé avec différentes personnes que je connais de cette époque-là, donc mamie d'Insta. Comme quoi, ça nous a permis de lier des amitiés, la maternité. Absolument. Dans mes accompagnements, mes retraites, il y a quelque chose que je demande, c'est parce que là, je t'ai présenté avec tes rôles, tes différents rôles. D'ailleurs, on parle de ta maternité, qui est une de tes casquettes. Et j'aimerais bien que tu te présentes sans casquette, sans rôle. Alors, qui es-tu, Tina ? Sans casquette. Souvent, je commence par Tina. J'ai beaucoup de casquettes. Du coup, voilà, c'est un défi pour moi de me présenter comme ça.
Sans casquette, je pense que je suis quelqu'un de déterminé, d'enjoué, qui n'a pas peur du changement et qui aime le changement et qui peut-être est même des fois un peu accro au changement. Et une personne très sociable qui aime m'entourer de gens. Je déteste la solitude. Je n'ai pas vraiment ce besoin de me retrouver avec moi-même. Hein. Je préfère être avec des gens. Et puis, la vie n'a pas toujours été facile pour moi, surtout dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc, j'ai vraiment l'impression que maintenant, dans ma vie adulte, je vis à fond. Et j'ai aussi l'impression que plus je vieillis, plus je vis. C'est beau. Ou plus j'ose vivre vraiment selon mes propres termes. Alors, je ne sais pas si c'est la sagesse. Est-ce que c'est ça, la sagesse? Ou bien juste l'expérience. Ouais. C'est hyper touchant. Tu dis que plus tu vieillis, plus tu oses vivre. J'aimerais juste, avant qu'on démarre, des questions un petit peu plus, je dirais, légères, avant qu'on démarre sur d'autres questions. C'est qu'est-ce que tu fais le matin? C'est quoi ton rituel auquel tu ne déroges jamais? Mon café. Tu te lèves et tu bois ton café? Alors, j'essaie de boire un verre d'eau avant le café quand même, pour des raisons de santé évidentes, parce qu'on se déshydrate la nuit. Donc, commencer par un café, c'est peut-être un peu violent. Mais c'est vrai que c'est vraiment mon plaisir du matin. Et aussi peut-être un plaisir un peu égoïste, parce que même si je n'ai pas besoin de me retrouver moi-même solo, etc., c'est vrai que c'est un moment où j'aime me retirer pour moi et puis boire mon café en été sur la terrasse. Rien de plus beau que de m'installer là et maintenant sur le canapé avec mon plaid, même si mes enfants sont en train de déjeuner seuls à table. Voilà, mon petit plaisir égoïste du matin. Mais tu as toujours pu le faire, celui-là? Ben non, bien sûr que non. Mais maintenant que les enfants sont plus grands, ils respectent aussi ce moment. Ils savent que c'est mon petit moment et de toute façon, ils savent qu'il ne faut pas trop me parler avant le café. Donc voilà. Est-ce que tu as lu un livre ou vu un film récemment qui t'a inspiré et que tu aimerais partager? Alors, je ne suis pas très film et les livres, j'en lis beaucoup, jusqu'à environ le tiers. Et après, j'abandonne. J'ai beaucoup de peine à tenir la durée dans les livres. Un que j'ai commencé et que j'ai vraiment envie de finir, c'est Tout est possible de Marie Forleo. Je ne sais pas si tu le connais. Ah, pas du tout, je le note, c'est celui-là. Voilà. Mais je ne l'ai pas encore terminé. C'est un de ces livres, j'ai beaucoup de peine en fait avec les livres de développement personnel, c'est pour ça que je peine un petit peu à avancer dedans. Et c'est un de ces livres qui propose des exercices aussi au fur et à mesure. Et je me suis dit, là, j'ai vraiment envie de faire les exercices parce que c'est vrai que c'est aussi pour des questions, justement, c'est exactement dans la thématique que moi, j'ai envie de partager au niveau de l'expression à travers son entreprise et oser, justement, s'exprimer à travers son entreprise, oser, tout est possible, quoi. Et donc, je me suis dit, il faut que je me prenne le temps et je veux faire les exercices au fur et à mesure. Voilà. Donc, je me suis mis comme objectif de le finir jusqu'à la fin de l'année. Mais en tout cas, jusqu'à ici, il m'a beaucoup inspiré. Ouais, mais ça me titille, du coup, si ça parle en plus d'exercices et tout, je vais aller regarder si ça a la résonance avec ce que je fais ou pas. Ouais. Merci. Et du coup, on va entrer dans le vif du sujet parce que ce que tu amènes là me fait envie de rebondir sur ce que tu as dit avant par rapport à tu es accro au changement, tu m'as partagé que tu n'as pas eu une enfance et une adolescence facile et que maintenant, du coup, tu te sentais vivre pleinement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Tina, entre la Tina blogueuse et la Tina d'aujourd'hui? Alors, la Tina blogueuse, c'était quand même pas à l'adolescence, donc j'étais déjà sortie de ce tumulte de l'adolescence, donc c'était quand même, j'avais 30 ans, c'était environ quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Je pense que là, j'étais vraiment dans cette réalité ou ce besoin, je vivais en fait mon rêve de fonder une famille. Comme moi, dans mon enfance, j'ai pas eu une famille très soudée. Ma maman avait 17 ans quand je suis née, du coup, c'était un peu chaotique. Je ne cochais pas toutes les cases de la famille parfaite. Et du coup, pour moi, c'était toujours vraiment mon plus grand souhait, mon but dans la vie, de créer ma propre famille. Et puis, très vite, à 30 ans, j'ai réalisé ce rêve. Et puis, je me suis retrouvée un peu la première parmi mes amis qui a eu des enfants. Et du coup, pourquoi aussi le blog, les recherches, besoin de créer des liens avec des autres gens, parce que je ne savais pas trop quoi faire dans ce nouveau rôle de maman. Mais du coup, beaucoup de pression aussi, beaucoup de pression sur cette famille parfaite que j'avais imaginée pendant toute mon adolescence. Et puis, toutes ces
cases à cocher, justement, pour être cette maman parfaite, cette pression. En plus, j'avais beaucoup de réflexions, j'ai toujours beaucoup de réflexions écologiques aussi. Du coup, on se met une pression vraiment folle pour être dans cet idéal que je me suis mise. Je suis une nature quand même assez idéaliste, ça sort dans tous mes tests de personnalité. Et puis, quand même, assez rapidement, un peu une désillusion, que c'est pas possible d'être parfaite sous tous les angles. Et puis, la maternité, quoi. Le quotidien de la maternité, le job, la vie, fait que je me suis rendu compte que voilà, c'était pas que je pouvais pas atteindre cet idéal, si on veut, que je m'étais fixée. Et puis s'en est suivi tout un cheminement, je pense, de remise en question, de connaissance de soi, mais voilà, pas des faits précis qui m'ont fait prendre des énormes prises de conscience, mais plutôt quelque chose de progressif qui fait que petit à petit, j'ai pris confiance en moi, en le fait que j'étais aussi assez avec ce que je pouvais offrir. Et aussi avec ça c'est grâce au yoga, je pense, cette conscience de mon corps, que j'habite dans un corps, en fait. Il y a un truc là. Voilà. Et cette envie de prendre soin de mon corps, d'une part, et aussi cette envie de m'épanouir, au-delà de mon rôle de maman, justement, et au-delà de ce qu'on attend de moi dans mon entreprise, etc. Et c'est vraiment ce processus, en fait, de prise de conscience et de confiance des différents éléments qui me composent pour de plus en plus aller vers quelque chose qui n'est pas parfait, qui n'est pas dans mon idéal, mais dans lequel je me sens bien et dans lequel je peux aussi vraiment avoir du plaisir. Parce que pour moi, c'est ça, maintenant, aujourd'hui, à 42 ans, bientôt 43, c'est vraiment la notion de plaisir qui est ma valeur la plus haute. Ce que j'entends, c'est que ça s'est fait en douceur. En douceur, ouais. Il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs. Donc, tu as vraiment eu un chemin qui t'a amené, je dirais, de cette vision idéaliste, si je reformule, à aujourd'hui, cette vision un peu moins idéaliste. Alors, Ouais. Plus liée au plaisir. Au plaisir, voilà. Donc, ça veut dire, pour donner un exemple concret, c'est dans la nourriture, par exemple. Je suis aussi formée en nutrition. Je ne savais pas si je pouvais mettre que tu étais nutritionniste ou pas. Oui, alors je ne me définis plus comme nutritionniste parce que je n'exerce pas ce métier de nutritionniste. Je m'étais formée, en fait, quand je suis devenue végétarienne, je voulais m'assurer que ce que je faisais, c'était quand même OK. Du coup, j'avais suivi une formation. Et j'intègre un peu la nutrition dans mes cours ou dans mes retraites de yoga ou dans des petits programmes que je fais. Mais c'est vrai que aussi en nutrition, j'ai cette vision un peu idéaliste, du monde idéaliste. Et du coup, c'est pas toujours en corrélation avec le reste et même justement cette notion de plaisir en fait qui disparaît à force de vouloir cocher toutes les cases. Végétarien, local, de saison, il faut que ça plaise aux enfants, il faut que voilà. Donc à force de vouloir cocher toutes ces cases, qu'est-ce qui se passe? On développe quasiment un trouble du comportement alimentaire. Et un jour aussi, j'ai appelé ça chez moi le burn-out en cuisine, ne plus savoir quoi cuisiner. Et puis du coup, cette réflexion de devoir dire, OK, quelles sont finalement les choses qui sont vraiment importantes pour moi? Quelles sont peut-être les choses qu'on attend de moi aussi, parce que je m'exprime sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Quelles sont ces choses, qu'est-ce qu'on va penser de moi si tout d'un coup je fais ci ou je fais ça? Et la nutrition, ça a vraiment été le déclencheur. Mais depuis que j'ai eu ce déclencheur de me concentrer vraiment sur cette notion de monter, en fait, dans mon échelle de valeur, la notion de plaisir à la première place, je l'ai fait, en fait, dans d'autres aspects de ma vie aussi. Dans le yoga, dans mon entreprise. Le yoga, ça a toujours fait partie de ta vie ou c'est quelque chose que tu as découvert en chemin? J'ai découvert en chemin, j'ai découvert le yoga prénatal avec ma première grossesse, vraiment un peu par hasard, parce qu'on m'a dit va faire du yoga prénatal. Je me suis dit je vais faire ça, sachant que j'ai jamais fait de sport. En fait, j'ai jamais fait aucun sport, j'étais pas du tout sportive. Et puis, j'ai tout de suite aimé en fait ce mélange d'exercice, mais quand même dans la douceur et dans la conscience. Et du coup, ça a ouvert cette magnifique porte que je suis super reconnaissante d'avoir découvert ça. Et petit à petit, là aussi, ça s'est fait petit à petit. Tu pensais qu'un jour, tu en ferais ton métier et que tu serais aujourd'hui là? Non, pas du tout. Non. Parce que justement, il y a vraiment eu
cette progression tout en douceur, ce truc un peu crescendo comme ça au début. J'avais mes cours où j'allais justement de temps en temps, puis j'avais pas encore vraiment J'allais parce que ça me faisait du bien, mais j'avais pas vraiment cette envie d'aller plus loin avec ça. Je me disais, j'ai au moins maintenant enfin trouvé une forme d'activité physique pour laquelle je ne dois pas me forcer. Je veux dire, j'y vais avec plaisir. Il y avait déjà cette notion de plaisir. Le mot plaisir revient plusieurs fois. Voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé quand même à sentir mon corps qui se renforce, qui change, à remarquer que j'étais capable pour certaines choses. Et je ne parle pas des trucs super, des postures sur les mains ou des trucs comme ça, mais juste de pouvoir bouger, de me regarder dans un miroir et de voir que je pouvais faire des mouvements gracieux ou ce genre de choses. Peut-être même justement avec ce yoga un peu plus dansé. Moi qui n'ai jamais fait de danse, je pensais que je n'avais pas le rythme, rien du tout. Donc, cette confiance en mon corps qui s'est petit à petit créée. Et du coup, après aussi de remarquer les bienfaits sur mon équilibre mental aussi. Oui, parce qu'en fait, là, on parle de confiance dans le corps. Et qu'est-ce que ça t'a apporté au-delà de ça, justement? Alors, déjà, je pense que ça m'a apporté un regard sur un nouvel univers. Et comme je suis de nature quand même très passionnée, en général, si j'ouvre une petite porte, tout d'un coup, je veux tout savoir de ce domaine. Et du coup, j'ai découvert tout l'univers du yoga qui va bien au-delà du tapis. Le yoga, c'est devenu mon métier parce que j'ai vraiment senti que j'avais envie de partager ça avec d'autres personnes et j'avais senti aussi que c'était quelque chose de facile. C'est quelque chose qui est accessible finalement à tout le monde. Il y a plein de styles de yoga et puis c'est vraiment quelque chose où tout le monde peut s'y mettre. C'est pour tout le monde. Mais j'ai ça pour d'autres choses, ce truc d'ouvrir une porte. Et ça, peut-être qu'on en revient du coup au terme du changement ou de cet attrait de la nouveauté, peut-être aussi. Là, il y a une année, j'ai commencé la gym, donc dans une salle de gym, la gym classique, aux agrès. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai le temps, c'est juste à côté de chez moi. Et là aussi, j'adore parce que, je ne vais pas dire que ça me passionne comme le yoga, mais j'ai ouvert la porte d'un nouveau monde. J'ai appris un nouveau vocabulaire. Et je pense que là, la gym, c'était clairement plus le fait de sentir mon corps. Enfin, je ne me suis jamais sentie aussi en forme physiquement qu'aujourd'hui, à 42 ans. Et de sentir, justement, tout d'un coup, waouh, je suis capable, en fait. C'est hyper intéressant. Dans mes accompagnements, tu sais, c'est pas un accompagnement classique où je parle de tête à tête. On parle, j'ai plusieurs modules, notamment le physique, parce que moi, je pars du principe que tu as des blocages dans le corps, en fait. Et ça fait plusieurs fois que je t'entends dire le corps. Ouais. Et je trouve intéressant, du coup, de se dire, en développant cette confiance dans ton corps, j'imagine, j'interprète, tu me diras si je me trompe, que ça a développé d'autres choses dans ton être, en fait. Ça a débloqué... Est-ce que ça a débloqué la confiance en toi pour d'autres choses, justement? Oui, je pense que ça a débloqué ça a renforcé ma confiance en moi. J'ai toujours eu l'impression quand même que j'étais plus en confiance avec ce qui se passe dans ma tête. Ok. Plus dans de la détermination. D'accord. Que j'avais confiance, en fait, très tôt, confiance en ma capacité à me sortir des situations difficiles grâce à ma tête. Alors, je ne dis pas l'intelligence ou quoi que ce soit, mais plus la détermination, le fait d'avoir la niaque et de toute façon, je n'ai pas le choix, quoi, donc il faut que j'y aille, quoi. Par contre, la confiance en mon corps, ça, c'est quelque chose que j'ai développé avec le yoga. Comment tu as senti, parce que tu vois, on va parler que les femmes, elles ont envie d'oser s'exprimer. Comment tu as senti que c'était le moment de te former pour après donner des cours? Parce que tu vois, il y a toute la légitimité qui a dû te traverser l'esprit. Parce que là, tu es arrivé dans le yoga en mode « Oh, j'y vais, je teste ». Et puis voilà, aujourd'hui, tu es prof, même mentor. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors là, encore une fois, je n'ai pas de prise de conscience exceptionnelle ou quoi que ce soit à raconter. Mais tu as eu des doutes? Oui, bien sûr, j'ai eu des doutes. En fait, une fois, une copine à moi m'a dit « Ah, je vais me faire une formation de yoga ». Puis j'ai dit « Ah tiens, c'est quand ?» « Ah tiens, je viens aussi. » Donc c'était vraiment, ça s'est un peu passé comme ça. Je me suis dit « Ah, j'y vais pour… J'avais envie d'une expérience immersive. C'était juste avant Covid. On pouvait se former vraiment sur place. Maintenant, c'est beaucoup des formations en ligne. Et puis, j'étais allée et puis je voulais y aller pour moi, en fait. Et puis, sur place, je me suis rendu compte, je me suis dit, non, mais j'apprends tellement de choses magnifiques ici, j'ai besoin et envie de transmettre. Et du coup, tout de suite, pendant la formation, j'ai eu le déclic de vouloir transmettre. Et là, je pense que je n'avais pas beaucoup
syndrome de l'imposteur ou comme ça, parce que j'étais tellement dans le truc, je me suis dit, ah waouh, je dois transmettre ça, j'ai envie de transmettre ça. En plus, j'étais à un moment dans ma carrière où je commençais à m'ennuyer un peu dans mon job. Voilà, il y avait aussi ces questionnements-là. Et puis bon, après, quand je suis revenue de la formation, il y a eu Covid. Je n'ai pas vraiment pu enseigner. C'est pour ça aussi que j'ai développé une plateforme de yoga en ligne que j'ai toujours aujourd'hui et qui est d'ailleurs bien pratique pour beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se rendre dans des cours en présentiel. Et puis, le syndrome de l'imposteur ou ce sentiment d'illégitimité, il est venu plus tard, en fait. C'est à quel moment? Parce que c'est vrai que tu étais salarié. Oui. Donc, un jour, tu as décidé de tout quitter pour l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce que c'est venu à ce moment-là? Non, c'est déjà venu un peu avant. Mais ça, je ne sais pas si c'est propre au domaine du yoga. Mais je pense que c'est aussi le cas dans d'autres domaines, c'est qu'il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs visions. C'est quoi le yoga? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du vrai yoga, c'est pas du vrai yoga. Et moi, très vite, j'ai remarqué que ma tendance dans le yoga, c'était pas de chanter Om Shanti Shanti à tous les fins de cours, quoi, tu vois. Non, je peux confirmer ça. Même si j'aime beaucoup la partie plus spirituelle du yoga, mais c'est comme si c'est quelque chose de personnel pour moi. C'est un cheminement personnel, c'est pas quelque chose que je partage dans mes cours. Enfin, on chante Om à la fin parce que je trouve que ça a des effets fantastiques sur le système nerveux aussi. Mais sinon, c'est vrai que moi, je suis de nouveau plus dans cette approche du corps et du mental, sans aller trop dans le spirituel. Justement parce que c'est quelque chose de personnel et puis parce que je ne suis pas en fait très à l'aise de parler des concepts plus spirituels. C'est quelque chose que, voilà, qui ne t'appartient pas, en fait. Voilà. Ou alors, c'est moi, ma spiritualité pour moi personnelle. Mais pas, Et c'est là que tu as senti que tu avais le syndrome d'imposteur. Voilà. C'est à ce moment-là, quand tu as vu que toi, tu n'étais peut-être pas dans le vrai yoga, ou bien, c'est ça? Voilà. Okay. C'est quand j'ai ressenti, très vite, moi, j'ai voulu mettre mes musiques plutôt modernes. Très vite, j'ai découvert ce style de yoga, justement, en flow, en musique, où on fait ces chorégraphies. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à partager un peu là-dessus sur les réseaux sociaux, j'ai eu quelques remarques du style « Oh, c'est pas du vrai yoga, ça. C'est quoi cette modernisation du yoga? C'est de l'appropriation culturelle, tatati tatata. » Donc voilà, là, tout d'un coup, c'est « OK ». Et là, il y a eu une grosse remise en question et puis vraiment un travail aussi... de devoir réfléchir finalement, est-ce que je veux continuer dans cette voie et puis me dire, OK, je m'affranchis de ça, je m'en fous, je fais mon truc parce que c'est ce qui me fait du bien et je sens que ça fait du bien à certaines personnes qui peut-être ouvriraient pas la porte du yoga, tu vois. Ou alors, je laisse un peu tomber et puis je rentre dans la case. Tu rentres dans le moule. Voilà. Ouais. Et je sais quel choix tu as fait. Mais justement, comment... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mécanisme parce que des doutes, moi, j'en ai plein. Souvent, je pense que j'ai pas la même force de caractère que toi. J'aurais tendance à écouter ces doutes. Et voilà, je travaille sur moi. Donc, maintenant, j'essaie d'avancer et de les faire taire. Quelle astuce tu pourrais donner justement à quelqu'un qui se fait envahir par ce syndrome ou ces remarques et qui, du coup, se sent se dire, écoute, tout compte fait, c'est trop dur d'être soi-même dans ce monde-là où il faut remplir les cases. Il y a plusieurs aspects, mais c'est vrai que peut-être dans une approche plutôt professionnelle ou entrepreneuriale, parce que je travaille justement beaucoup avec des profs de yoga qui se développent et puis qui sont à fond touchés par ça. Tous les profs de yoga sont touchés par ça. Je pense beaucoup d'entrepreneurs ou justement de femmes qui ont un projet de cœur à développer sont touchés par ça. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est cette peur du jugement. En fait, en gros, c'est ça. On a la peur de se faire rejeter, on a la peur de se faire juger. Ça revient souvent à ça, finalement. De ne pas être aimé. De ne pas être aimé. Donc, tout revient toujours de toute façon à ces peurs-là. Donc, et en fait, ce que j'aime bien expliquer à ce moment-là, ou ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dehors, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas encore les connaissances ou les prises de conscience que moi j'ai eues ou que quelqu'un a eues et qui en fait sont quelque part vraiment, pas désespérés, mais qui en attente d'une personne qui peut les inspirer et d'une personne qui peut leur ouvrir quelques portes. Et puis du coup, le fait de pas d'ouvrir des portes, mais justement de trouver quelqu'un finalement où ils sentent ce lien, où il y a cette énergie qui passe.
et du coup, peut-être justement quelqu'un qui n'est pas comme la plupart des gens. Et quand on se retient, en fait, quand on fait de la rétention d'informations parce qu'on a peur de se faire juger, en fait, quelque part, c'est un peu égoïste. Et ça, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a débloqué. Ça ne m'est pas sorti de là non plus. Mais c'est la phrase qui t'a fait du bien. Voilà, c'est la phrase qui m'a débloqué. Moi aussi, je me suis fait accompagner par des mentors, etc. Et c'est ça qui m'a débloqué. Et puis aujourd'hui encore, je remarque que c'est ça souvent qui débloque, en fait, de se concentrer sur les gens qu'on veut aider, quoi, sur ceux qu'on veut inspirer, sur qui on veut avoir un impact positif, plutôt que les autres. Ouais. C'est hyper intéressant. Ouais, exactement. Donc ça, c'est une partie peut-être plus entrepreneuriale, comme ça, et puis peut-être pour d'autres personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat ou comme ça, s'exprimer. Je reviens à ça, du coup. C'est vraiment une forme de pouvoir s'exprimer au-delà, comme tu l'as dit dans l'intro, des rôles imposés. Et je pense qu'en tant que femme, on a besoin d'oser s'exprimer parce qu'on est beaucoup trop sur la retenue toujours. Et je ne parle pas seulement d'expression vocale, comme je le fais ici, mais justement aussi d'expression par le corps. Tu vois, je veux dire, moi j'aime bien en yoga faire des flows gracieux, mais j'aime bien, ça me fait me sentir belle, ça me fait me sentir même sexy des fois. C'est tabou dans le yoga, bien sûr. Mais moi je trouve en fait ça magnifique aussi de voir que peut-être moi en osant montrer aussi ça sur les réseaux ou dans mes cours ou comme ça peut inspirer d'autres femmes qui sont beaucoup sur la retenue, qui n'osent pas s'exprimer par peur de qu'est-ce qu'on pourrait penser. Mais là, justement, donc tu mets le sexy avec le yoga. Il y a d'autres tabous en yoga il y en a plein. L'argent, par exemple. C'est vrai que tu as dépassé. Oui. L'argent, la sexitude. Ouais. La sexitude, je sais pas. Ouais. Il y en a plein. C'est très dogmatique, le yoga. Moi, j'avoue, c'est ce qui me fait peur depuis longtemps. Et c'est ce qui me rassure avec toi. Ouais. Donc, tu as gagné. C'est le but, c'est ça. Parce que vraiment, je pense que quand je suis venue faire le yoga flow, là, c'est vraiment ce qui m'a plu. C'est ce côté où je me suis sentie, mais c'est pas grave. Enfin, c'est OK. Moi qui aime faire les choses correctement. Et je me disais, en yoga, si je fais pas bien la position, ou si je respire pas bien, tu vois, avec toi, c'est ce que j'ai trouvé. Ouais. Et c'est ce qui me retenait dans les autres cours. Donc, c'est exactement ce genre de personnes que j'ai aussi envie d'attirer, en fait. Parce que c'est aussi ça. Quand tu oses assumer ta différence, si on veut, du coup, tu vas aussi attirer les gens que tu as envie d'attirer. Enfin, moi, sur mon compte Instagram, c'est écrit en gros yoga moderne. Parce que les gens qui viennent pour du yoga traditionnel, ils vont être déçus en arrivant chez moi. Il n'y en a pas qui sont venus à tes cours puis qui étaient surpris? Si, ça m'est arrivé. Une fois, c'était un cours privé, elle m'a dit, mais vous allez laisser la musique pendant tout le cours? Puis j'ai dit, ouais, chez moi, le yoga, c'est toujours en musique, quoi. Ah voilà. Voilà. Elle n'est jamais revenue, mais tant mieux, parce qu'il y a assez d'autres profs de yoga, il y a assez d'autres cours, d'autres types de cours. Donc moi, c'est aussi ça, c'est par le fait d'assumer ce positionnement, cette différenciation, j'ai envie d'attirer les gens à qui je peux apporter quelque chose. Et puis les autres, ils peuvent aller voir dans d'autres cours. Il y en a assez de toute façon. Et justement, quelle barrière tu penses que les femmes elles doivent encore dépasser pour oser s'exprimer? Je pense qu'il y a ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est peur du jugement, sentiment d'illégitimité. Et justement, ces cases, en fait. Beaucoup de cases à cocher, dans le sens où il y a ces différents rôles qu'on a en tant que femmes. Enfin, les hommes aussi ont des rôles, mais c'est vrai que les femmes, en général, on a quand même plus de rôles, ou en tout cas, on nous voit avec plus de rôles. On doit être belle, mais pas trop. Voilà. Sexy, mais pas trop. Voilà, intelligente, exactement. mais pas trop. Indépendante, mais quand même là. Donc, voilà. Donc, ça fait c'est toutes ces cases, en fait. Et puis, c'est impossible de cocher toutes les cases, comme souvent. Mais je pense que c'est difficile aussi pour beaucoup de femmes à cause de la culpabilité qu'on peut développer. Et moi, j'ai aussi été très touchée par cette culpabilité quand je me suis priorisée, si on veut, quand je suis partie 2 semaines à Bali, alors que mes enfants sont là. Et c'est cette culpabilité, en fait, qui nous retient pour beaucoup de choses. Je pense que c'est ça le principal, et le fait de devoir justement essayer de remplir ces attentes, en fait, sur différents plans dans notre
dans notre vie. Quelle case, du coup, tu as décidé de ne pas cocher alors? La cage de la perfection, déjà. Et ça, c'est sur différents plans, surtout au niveau écologique. Hein. Ça, c'est très dur pour moi, mais je suis pleine de controverses à cette thématique, sur cette thématique-là. Pourtant, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, qui fait partie de mon identité aussi. De tes valeurs, ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est très, très difficile, que ce soit justement au niveau de la nutrition ou bien au niveau des voyages aussi, de cocher toutes les cases. Et je me lâche un peu la grappe là-dessus aussi. Je me permets aussi justement de vivre. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile là aussi, encore, cette culpabilité derrière, quoi. Comment tu la gères, toi? C'est vrai que je pense que moi, j'ai accouché de la culpabilité en même temps que ma première fille. Et depuis, elle me suit partout, elle est là. Et des fois, elle me parle trop fort et des fois, ça va. Ouais. Alors, ce n'est pas quelque chose dont je me suis débarrassée. Et quelque part, ça fait partie de la vie, mais ça fait aussi partie de... forcément, quand choisir, c'est renoncer. Donc, forcément, c'est un peu des mini-deuils où il y a des choses comme ça sur lesquelles on doit dire ok, c'est là, puis se dire juste c'est ok de ressentir de la culpabilité, en fait, tu vois, de juste se dire de pas se flageller parce qu'on culpabilise, en fait, parce que c'est se mettre encore une case de plus à cocher, tu vois, mais simplement de se dire ok, je ressens de la culpabilité, elle a sa place, c'est ok. Quelles sont justement les valeurs que tu aimerais transmettre à tes clientes? Mais je pense que tu as différentes. Du coup, tu as celles qui viennent en cours de yoga, tu as celles que tu formes. Ouais. Du coup, je te fais une question générale. Ouais. Alors, justement, de prendre du plaisir, ça c'est quelque chose aussi. Beaucoup de personnes que j'accompagne en mentorat pour les profs de yoga, Instagram, c'est toujours une thématique. Hein, il faut que je crée du contenu, etc. Donc, malgré toutes les stratégies marketing et tout ça que je connais très bien et qu'on peut appliquer, hein, là aussi, j'essaie toujours de mettre vraiment cette notion de plaisir, enfin de trouver qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on arrive à faire sans le moins de résistance, dans le plus négatif des sens et dans le plus positif, mais de trouver en fait qu'est-ce qui te fait plaisir. Parce que je pense que c'est la notion de plaisir, que ce soit pour une routine sportive, pour une routine de créer du contenu sur Instagram ou comme ça, c'est ça qui va nous faire tenir sur la durée. Parce que sinon, on se force, on donne tout parce qu'il faut. Et puis après, on abandonne et puis on ne fait plus rien. Donc la valeur du plaisir. La valeur du plaisir, oui. Après, il y a aussi cette valeur de la persévérance. Parce que je suis quand même... je vis pas vraiment dans... Des fois, j'aime bien, mais je vis pas 100% dans le monde des bisounours quand même. Même si j'aimerais bien un monde idéal... où il n'y a pas de conflit, etc. Je pense quand même qu'il faut se battre pour atteindre ses objectifs ou arriver là où on veut arriver. Et puis, du coup, le fait de persévérer, de devoir persévérer et des fois de s'imposer un peu des routines ou bien de s'imposer une certaine constance, c'est quand même ce qui va nous faire avancer. Et là, des fois, la barrière, la limite, elle est assez difficile entre le fait justement de ne pas se surmener et de ne pas trop s'imposer, mais quand même une forme de persévérance. Parce que ce n'est pas en allant à un cours de yoga une fois que ta vie, elle va changer, quoi. Oui, une espèce d'engagement envers soi-même. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que la limite est très fine entre... Ouais. Le surmenage. Ouais. Mais comment tu as fait pour croire en tes capacités? Là aussi, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement, au fur et à mesure. Je différencierais peut-être de nouveau ici ces capacités plutôt mentales. J'ai l'impression que je suis un peu née avec une forme de force mentale. Je ne suis pas sujette à la dépression ou comme ça. Je ne dis pas que j'ai jamais des angoisses, des anxiétés, ce genre de choses, mais je suis née, je pense, avec un mental fort. Je pense que sinon, je ne serais peut-être plus en vie aujourd'hui. Et puis, c'est quelque chose qui se construit comme avec des petites briques. Et le fait de se casser la gueule et puis de se relever, ça renforce le truc toujours un peu plus. Parce que quand on s'est relevé de difficultés, quelque part, on s'est renforcé. Donc voilà, c'est ça, cette construction petit à petit. Je pense que si on pouvait résumer un petit peu vraiment mon parcours de vie, c'est cette construction brique par brique,
petit à petit. Ouais. En fait, tu as une base, tu as une espèce de mur qui te soutient, Ouais. sur lequel tu peux t'appuyer. Ouais. Il y a des moments forts sur ton parcours qui t'ont permis d'avancer. Il y a eu un moment très fort, là du coup si on revient un petit peu en arrière, quand je ne savais pas quoi faire de ma vie après l'école obligatoire qui était catastrophique pour moi et qu'après la 9e année j'ai travaillé à l'usine, je gagnais 3500 balles par mois, puis Ah, j'avais l'impression Ça nous fait c'est bon, chez Swatch. Ça nous fait un point commun, ça, l'usine. Ah ouais. Puis je me disais, oh, bah, c'est bon, hein, 3500 balles et tout, tranquille, c'est bon, moi ma vie elle est faite. Et du coup, là, quand même, ma mère qui m'a quand même un peu forcée à trouver un apprentissage et à mettre d'apprentissage, en fait, qui m'a donné ma chance malgré mes très mauvaises notes et absentéisme à l'école obligatoire. Il m'a donné ma chance. Et là, quelqu'un vraiment m'a donné la confiance, en fait. Et ça a été un gros déclencheur pour moi. Quel beau cadeau. Ouais, je remercie jamais assez cette personne. Celle-là, elle m'a vraiment mis... c'est pas la personne qui m'a mis sur la bonne voie, c'est sa confiance, en fait, qui m'a permis de dire, OK, maintenant... Il y a quelqu'un qui a eu confiance en voilà, toi. Ouais. Il me donne sa confiance, du coup, je ne vais pas décevoir cette personne. Parce qu'il aurait pu choisir... il avait le choix entre plein d'autres apprentis potentiels avec des bien meilleures notes. Et puis, il m'a choisi moi, parce qu'il aimait bien se donner des défis. Et du coup, j'ai fini première de la promo, si on veut, dans mon apprentissage. Donc, c'était le signe qu'il me manquait cette confiance, en fait, de quelqu'un pour prendre le bon chemin, on va dire. Non, c'est beau, c'est beau. Voilà. C'est très beau. Quelle place a la vulnérabilité chez toi au quotidien ? Alors, je pense qu'elle est importante, la vulnérabilité, aussi pour inspirer les autres. Enfin, se montrer vulnérable, quelque part, c'est aussi une forme de comment dire ? C'est aussi une manière de montrer qu'on n'est pas parfait, justement, et qu'on a le droit aussi d'avoir ses failles. Et je mets un point d'honneur, d'ailleurs, aussi à partager mes difficultés, que ce soit justement sur les réseaux sociaux, ou bien même dans mes accompagnements, ou même en yoga, de ne pas montrer toujours que le côté positif. Et puis, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous fait connecter avec les gens. Parce que sinon, on est toujours un petit peu une case en dessus, quoi. Mais ce n'est pas un terme avec lequel j'ai beaucoup réfléchi, je dois avouer. J'ai l'impression que j'ose me montrer vulnérable. Je n'ai pas peur de me montrer vulnérable. Et puis que je pense que c'est aussi ce qui fait que je connecte facilement avec les gens. Question difficile. Oui. La vulnérabilité, question difficile. Ouais. Il y a un magnifique livre de Brené Brown sur ça, sur la vulnérabilité, qui m'a chamboulée, moi, si jamais. D'accord, je vais noter après. Qui montre que, justement, faire tomber, comme tu le dis justement, quand on ose être vulnérable, c'est vraiment ce qui permet aux gens de se connecter, de se retrouver. Et pourtant, on est tous éduqués à mettre des masques, donc à tous, au fait, vulnérables, en fait. Et c'est un peu contre nature. Ouais, absolument. Ouais. J'aimerais bien te demander à quoi ressemblent tes objectifs aujourd'hui. Est-ce que tu as un rêve ? Es-tu encore en train de te réinventer ? Tu as parlé de la gym, mais bon. Oui. Mon rêve, ce serait déjà pour moi, personnellement, de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, j'aimerais pouvoir encore à 80 ans faire des postures sur la tête. Ce serait génial. Enfin, je ne sais pas pourquoi je mets un conditionnel. Ça va être génial. Ouais. Donc, maintenant que j'ai l'impression que que je peux enfin, à 42 ans, me définir comme sportive, j'ai envie de garder ça et de pouvoir porter mes petits-enfants, faire de l'acro-yoga avec eux et puis vraiment de vieillir vraiment en bonne santé. Donc, ça, c'est important pour moi. Et puis après, peut-être plus d'une manière professionnelle, mon rêve, ce serait de continuer à accompagner d'autres femmes sur ce chemin, que ce soit par le yoga ou alors aussi par le mentorat. J'accompagne beaucoup les profs de yoga parce que c'est vrai que je suis passée par tout ce processus et puis du coup, ça me tient à cœur d'aider vraiment ces femmes qui apprennent un nouveau métier, donc que ce soit les profs de yoga ou bien justement thérapeutes ou coach ou comme ça, et puis qui finalement se retrouvent avec
un métier dont le monde a vraiment besoin, vraiment ces métiers ces métiers qui changent le monde, qui rendent le monde plus doux, comme j'aime bien le dire aussi des fois. Ils apprennent ce nouveau métier et puis après, ils se retrouvent devant la réalité du marché, qui n'est pas toujours facile, parce qu'il faut trouver des clients et ils n'ont peut-être pas la chance, comme moi, d'avoir travaillé 20 ans dans le marketing et de savoir comment ça fonctionne. Et du coup, de pouvoir en fait partager tout ce qui, moi, m'a permis de développer mon activité et d'être indépendante aujourd'hui, de pouvoir le partager avec d'autres profs de yoga, d'autres femmes qui développent un métier passion, un métier où ils ont une contribution justement à donner à ce monde. Donc, c'est vraiment la direction professionnelle que j'aimerais prendre, tout en continuant, bien sûr, mon yoga, mes événements, mes retraites, ça j'adore, mais je vois mon avenir maintenant plus dans ce domaine-là, parce que j'ai l'impression que c'est là que j'arrive à amener le plus grand impact. Quand tu vois quand tu accompagnes les femmes, comment tu vois leur évolution? Qu'est-ce qui change, tu sais, quand tu fais le mentorat avec elles? Alors, la confiance en soi, la confiance en elle, ça, c'est quelque chose qui vient assez, je ne vais pas dire rapidement, parce que c'est quelque chose qui se travaille petit à petit, mais en fait, c'est comme leur donner justement cette validation de pouvoir être différente, enfin de pouvoir être elle-même en fait, et de pas justement devoir faire tout ce qu'elles ont appris dans leur formation initiale exactement, ou voilà, parce que ça fait pas partie des codes qu'on entend ou qu'on voit, et qu'en fait la magie en fait elle réside là-dedans. Et une fois qu'elles ont compris ça, et aussi compris cette histoire de justement retenir des informations quelque part, c'est un peu égoïste, et de se libérer de cette peur du jugement, ce qui n'est pas toujours facile, faut l'avouer. Là, je sens vraiment, une fois qu'il y a eu ce déclic, c'est comme la fleur qui fleurit, quoi. C'est waouh, et là c'est magnifique. Et là, j'ai vu, maintenant ça fait 1 année et demie que j'accompagne justement principalement des profs de yoga, mais d'autres entrepreneurs. Et j'adore, parce que c'est tout un jardin qui fleurit, c'est magnifique. Oui, ça me fait écho ce que tu dis, parce qu'effectivement, avec ma formation de coach, il y a bien des processus à respecter et tout. Ouais. Et oui, moi, je suis en train de gentiment franchir. Je pense que c'est un chemin aussi, tu vois. Bien sûr. Une petite légitimité que tu dois trouver en chemin. Puis aussi une signature, juste de toi, de te dire, mais en fait, ça... Non, moi, j'ai envie de le faire comme ça. Mais tu as raison de dire qu'il y a une étape entre... Tu vois, tu viens certifier, tu as fait ta formation, tu as envie de faire bien les choses. Et puis après, qui je suis par rapport à ça, en fait. Et la magie, elle réside vraiment là-dedans. C'est très beau, en fait. La magie. Ce mot est très joli. Je vais le garder avec moi. Je vais le noter. Pour toi, c'est quoi la plus grande récompense à être fidèle à soi-même? C'est de créer du lien avec d'autres personnes avec qui on résonne. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus épanouie, en fait, dans mon parcours. C'est... quand j'ai osé vraiment être 100% moi-même, les liens qui se sont créés à partir de ça sont les liens les plus forts aujourd'hui. Et quand j'ai essayé peut-être 2-3 fois de créer des liens dans des mondes qui ne me ressemblaient pas 100%, parce que peut-être professionnellement c'était bien, ou sur les réseaux c'était bien, finalement, quelque part après ça coince. Il n'y a rien d'intéressant qui se crée derrière, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditrices elles retiennent de notre échange? Ce que j'aimerais qu'elles retiennent, c'est que le fait d'oser être pleinement vraiment soi-même, et d'oser aussi s'exprimer, que ce soit à travers son corps, à travers son entreprise, à travers un métier passion, quelque part, c'est se faire un cadeau à soi-même, mais c'est aussi faire un cadeau au monde, parce que quelque part, derrière, ça va inspirer d'autres personnes. Et c'est comme un cercle vertueux, en fait, comme ça, qui va de plus en plus libérer les femmes de leur conditionnement, peut-être, ou bien de ce fait de juste devoir rentrer dans ces cases, cocher toutes les cases, et puis d'oser, parce que c'est la plus belle des inspirations, de voir quelqu'un qui ose. En tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire le plus, de voir quelqu'un, waouh, elle a osé, quoi. Moi aussi, j'ai envie. Moi aussi, je veux. Et par ricochet, en fait, comme ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi? De quelle année, d'ailleurs? Parce qu'on a parlé de beaucoup de Tina petite, adolescente. Je ne sais pas quelle partie de ta vie tu veux choisir, mais peut-être celle avant le yoga. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face de toi? Quel message ou conseil tu lui partagerais?
Alors, je lui dirais justement d'avoir confiance en soi. Je pense que c'est difficile. Il faut que tu aies confiance en toi. Oui. C'est un peu- Oui, merci. Ouais. Mais comment? Voilà. Mais confiance en tes capacités et en la vie, en fait. Hein. Alors, je suis pas de l'école se dire laisse-toi aller au flot de la vie, la manifestation, loi de l'attraction. Tout ça, c'est des concepts qui, pour moi, sont pas complètement... Ils me parlent pas à 100%. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même cette impression qu'il faut cette force de volonté, cette persévérance. Il faut quand même se battre dans la vie d'aujourd'hui. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais un bon mélange, en fait, entre le fait de vouloir, d'avancer, mais quand même d'avancer justement avec la confiance qu'on va s'en sortir, quoi. En la vie, en l'avenir, en l'univers, en quoi que ce soit, tout autre concept. Et c'est à ton toi de quand, ça, que tu lui dis tout ça? C'est à mon moi plutôt adolescente. Et puis, ça fait pas de mal de le répéter de temps en temps, quoi. Même encore à mon moi d'hier, parce que tu disais, tu as beaucoup de doutes, mais moi aussi, j'ai des doutes tout le temps. Hein. Ah bon? Ouais. C'est quoi tes doutes, principalement? Les doutes, c'est est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que c'est pérenne? J'ai beaucoup de doutes par rapport à mon entreprise. Maintenant, ça marche bien, mais financièrement, j'en sais rien où on va aller. Tu vois, donc, beaucoup de doutes par rapport à ça. Oui, parce que tu as sauté dans le vide quand même. On n'a ouais. pas assez parlé, mais tu partais d'un statut de salariée indépendante. Oui. Comment tu as fait? Écoute, Financièrement d'ailleurs. J'ai fait. Donc, j'ai fait les deux en parallèle quand même pendant un moment pour m'assurer une stabilité financière et j'ai économisé pendant un moment pour avoir les reins pour couvrir peut-être certains mois un peu plus bas, parce que c'est ça la grande joie de la vie d'indépendante, c'est que c'est comme ça. Il n'y a pas de... Non, c'est dommage. C'est pas le salaire qui tombe tous les 25 du mois. Et d'ailleurs, une anecdote rigolote par rapport à ça, c'est qu'avant d'être indépendante, j'enviais les indépendants pour leur liberté d'organisation, leur flexibilité. Et puis maintenant, j'envie les salariés pour leur salaire qui arrive à la fin du mois, peu importe leur motivation et engagement, si on veut. Donc voilà. Et je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie, honnêtement, parce que c'est quand même, justement, les doutes, les peurs, la peur du manque, tout ça qui me ramène aussi à des peurs de mon enfance. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je ferai toujours. Je pense que je garderai toujours une partie, mais voilà, je n'exclus pas le fait de peut-être devoir reprendre partiellement un job salarié et je ne verrai pas ça comme un échec non plus. Parce que je pense que dans la vie, il faut expérimenter des choses et si ça fonctionne, et puis persévérer. Mais après, au bout d'un moment, si on voit que ça ne nous convient plus, on a le droit de changer. Et puis, comme j'aime bien le changement en plus, voilà, qui sait. Est-ce que tu as quelque chose à recommander au niveau lecture, podcast, qui t'ont aidé ou qui t'ont plu et que tu as envie de partager? Alors, au niveau podcast, alors j'en écoute beaucoup, mais je dois avouer, c'est beaucoup des podcasts soit yoga ou soit business. Donc, je ne sais pas si ça intéresse forcément... business, tu peux quand même en dire. Hein, oui, je pense quand même. Allez. Alors, au niveau business, celui qui m'a le plus, moi, appris, c'est le podcast Yogi Biz Coaching. C'est aussi... pour son agence de mentor en France, que je travaille aussi en partie, en tant qu'indépendante, mais je collabore avec elle. Et ça s'adresse bien sûr aux profs de yoga qui veulent développer des offres en ligne. Donc voilà, celui-là, il m'a beaucoup, beaucoup appris. C'est en écoutant ce podcast que j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante. Et un autre podcast qui va peut-être plus dans la direction de ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais qui parle beaucoup de confiance et d'oser justement... sortir des chemins battus, mais c'est aussi dans le yoga, c'est le podcast de Coralie qui s'appelle « Des paillettes sur ton tapis ». Donc, si vous êtes prof de yoga ou bien thérapeute et justement que vous galérez un peu avec ces thématiques qu'on a discutées aujourd'hui, d'oser vous affranchir de ce que vous avez peut-être appris en formation pour trouver votre propre voie, je pense que ça peut être un super podcast pour vous. Voilà. Top. Je crois qu'on arrive à la fin. Je suis en train de faire un petit check de mes questions. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de franchir le pas pour oser plus, mais qui est encore dans la crainte? Je donnerais le conseil d'écouter sa petite voix intérieure, parce que souvent... c'est des fois difficile de donner ce conseil parce que
c'est difficile de faire la différence entre la peur, la voix de la peur, et puis l'intuition. C'est quelque chose de très subtil. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut développer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en yoga, justement. C'est de développer vraiment l'écoute de soi. Parce que le corps, il sait. En soi, on sait finalement. Mais voilà, si on est sujet à des anxiétés et tout ça, il y a les autres voix qui parlent aussi beaucoup. N'empêche que je pense que si on se pose, si on respire, on peut ressentir en fait dans son corps si c'est oui ou si c'est non. On m'a proposé une fois cet exercice on m'a pas proposé, j'ai vu ça sur Instagram, j'ai trouvé ça assez fou, pour écouter en fait son corps, qui est quelque chose qui est vraiment pas inné, d'écouter son corps, les réactions dans notre corps. Et puis, si tu veux, je te le propose. Oui. Tu veux qu'on essaye ? Oui. Alors, imagine maintenant la personne ou une des personnes que tu aimes le plus. Ok. Un amour inconditionnel. Tu l'imagines, tu la visualises, tu vois les moments doux et les câlins. Et maintenant, tu dis, je la déteste, il est con, je veux plus jamais le voir, il est ridicule. Voilà. La réaction que ça provoque dans ton corps, c'est la réaction quand ton corps il dit non. Ah, je ne connaissais pas. Merci. Alors non, je peux annuler ce que j'ai dit avant. C'est merveilleux. Voilà. Donc en fait, tu ressens un... C'est pour apprendre à ressentir Moi, quand ton corps il dit non. Moi, j'ai ressenti un coup de poing, voilà. Ouais. Ben, ça, c'est la réaction de ton corps pour apprendre à l'apprivoiser quand tu dis non. C'est presque plus facile d'apprendre celui-là plutôt que d'apprendre celui qui dit oui. Oui, parce qu'on est à cause de notre éducation, je pense aussi, en tant que femmes, on a du mal à écouter ce oui des fois. Il y a tout ce que tu disais avant, les contraintes. Merci beaucoup pour cet exercice. Donc tu citeras la source parce que c'est pas de moi. J'irai chercher. Non, je vais la chercher puis je te la donnerai. Ça marche. Mais c'est vrai que ça m'a fait waouh. Puis moi, je travaille beaucoup là-dessus, l'écoute de son corps justement. Et des fois, c'est un peu abstrait quand même. Et là, je trouve que ça fonctionne bien. Et moi, je fais un exercice, c'est un outil où on se lève et on fait un scan du corps complet avec une situation et on apprend justement à prendre le temps de ressentir. Il y a plusieurs exercices par rapport à ça. Et je trouve aussi hyper intéressant d'amener les thématiques à travers le corps pour justement apprendre, parce que souvent, ils nous parlent. Ne serait-ce qu'avec des maladies, on peut aussi le mettre sur d'autres aspects. Mais merci pour cet outil de... Merci Tina d'être venue partager un bout de ta vie à travers ce micro. Merci Isaline pour l'invitation. C'était un plaisir de venir ici. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode de Zéro Filtre, je t'invite à le liker, le partager et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est grâce à toi qu'on va libérer la parole sur ces sujets et aussi grâce à toi que le podcast peut devenir visible. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.